Le vent de décembre traversait les terrains d'entraînement du Colorado comme une lame. Marcus Coe se tenait dans la tour d'observation, regardant 71 hommes et femmes franchir le parcours d'obstacles en contrebas. Ce n'étaient pas des soldats ordinaires, c'étaient des contractants privés, des mercenaires, le genre de personnes que les entreprises et les gouvernements appelaient quand ils avaient du besoin de résoudre des problèmes discrètement. Marcus les entraînait depuis 8 semaines, et dans 3 jours, ils obtiendraient leur diplôme. Son téléphone vibra, numéro inconnu. Marcus faillit l'ignorer, mais quelque chose le poussa à répondre « Marcus ». La voix était à peine un murmure, rauque et déchiré. Son sang se glaça. « Lynn ». La respiration de sa sœur était saccadée et haletante. Je suis à la porte nord, s'il te plaît ». Marcus se mit en mouvement avant qu'elle ait fini de parler, dévalant les escaliers de la tour, ses bottes martelant le métal. Il avait connu le combat dans 6 pays, tiré des hommes de véhicules en feu, vu des amis mourir dans ses bras. Rien ne l'avait préparé à ce qu'il trouva à la porte. Lynn rampait, littéralement rampait sur le gravier, laissant une traînée sombre derrière elle. Ses jambes étaient pliées à des angles impossibles. Ses 2 bras étaient clairement cassés, pendants et inertes. Son visage était gonflé au-delà de la reconnaissance, un œil complètement fermé, des dents manquantes. Elle portait ce qui avait été un pull de Noël blanc, maintenant imbibé de sang. Mon Dieu, Marcus s'agenouilla à ses côtés, ses mains flottant au-dessus d'elle, effrayé de la toucher. Sécurité. Appelez les secours immédiatement. 2 gardes accoururent. L'un devint pâle et se détourna pour vomir. Lynn. Que s'est-il passé? Qui t'a fait ça? Elle agrippa sa manche avec des doigts qui n'auraient pas dû pouvoir bouger. Randy, murmura-t-elle. Sa famille. Tous, 26 personnes, dîner de Noël. Du sang bouillonna de ses lèvres. Ils l'ont planifié, tout enregistré. Il disait que j'embarrassais le nom de la famille. Le monde de Marcus se rétrécit à un point minuscule. Randolph Jackson, Randy. L'homme que sa sœur avait épousé 2 ans plus tôt. Famille riche. Connexion politique. Marcus ne lui avait jamais fait confiance. Mais Lynn était heureuse, ou du moins le croyait-il. Ils se sont relayés, continua Lynn, sa voix se brisant. Randy regardait. Il leur disait ou frappait pour que ça ne me tue pas. Il disait que je devais apprendre ma place. L'équipe médicale arriva avec une civière, tandis qu'il la soulevait avec précaution. La main de Lynn trouva le poignet de Marcus. Il a filmé avec son téléphone. Ils l'ont tous fait. Il riait. Marcus l'accompagna jusqu'à l'aile médicale, tenant sa main pendant que les médecins travaillaient. 3 côtes cassées, les 2 jambes brisées en plusieurs endroits, fracture ouverte au bras gauche, fracture simple au droit, mâchoire fracturée, commotion cérébrale, hémorragie interne. La liste continuait. Elle survivra, lui dit le docteur Alicia Small des heures plus tard. Ses yeux sombres étaient graves, mais elle aura besoin de plusieurs opérations. Les dommages aux jambes sont importants. Elle pourrait ne jamais marcher normalement à nouveau. Marcus s'assit dans la salle d'attente tandis que la nuit tombait. Son esprit parfaitement calme, c'était le calme qu'il avait appris en territoire hostile, la clarté froide qui précédait l'action. Il sortit son téléphone et commença à faire une liste. Randolph Jackson, 34 ans, héritier d'une fortune pharmaceutique, homme d'affaires raté, maintenu à flot par l'argent familial, marié à Lynn il y a 18 mois lors d'une cérémonie qui avait coûté 277 000 €. Alan Jackson, père de Rhea, gouverneur de Virginie pendant 12 ans, ambition présidentielle. Connu pour ses valeurs familiales, plateforme de campagne, Marcus commença à creuser. À minuit, il avait des noms. Les 26 personnes qui avaient été au dîner de Noël, les parents de Rhea, Alan et Dolores Jackson, ses 3 frères, Carrie, Dwayne et Ricky Garner Jackson, les fils de Dolores d'un mariage précédent. Ils avaient là gardé le nom de leur père. 2 sœurs, Gina et Susanna Jackson, cousins, tantes, uncles, amis proches de la famille. Tout cela, tous avaient participé. Le rapport médical incluait des photos prises par l'équipe d'urgence. Marcus se força à regarder chacune. Ce n'était pas sa sœur, c'était une preuve, c'était une motivation. Il aurait besoin des 2. 24 heures après l'arrivée de Lynn, Marcus convoqua une réunion. Ses 71 stagiaires se rassemblèrent dans la salle de briefing principale. Sentant que quelque chose n'allait pas, c'étaient des gens durs, anciens des forces spéciales, agents de renseignement, soldats de fortune. Ils avaient traversé l'enfer pour arriver là. Marcus se tenait devant, le visage taillé dans la pierre. Derrière lui, un écran affichait une seule photo, Lynn le jour de son mariage. Souriante, belle, heureuse. Certains d'entre vous savent que j'ai une sœur.
commença-t-il. Il y a 2 jours, la famille de son mari a décidé qu'elle était une gêne. 26 personnes l'ont maintenue au sol et battue pendant 3 heures. Ils l'ont filmée, ils ont ri, ils l'ont laissé ramper. Quand ils ont eu fini, il cliqua sur la diapositive suivante. Les photos médicales, plusieurs stagiaires détournèrent le regard. Joe McKay, un ancien tireur d'élite des Marines, émit un son grave dans sa gorge. Son mari a dirigé toute l'affaire, continua Marcus. Il leur disait où frapper. Il s'est assuré qu'elles survivent pour qu'elles s'en souviennent. Cet homme a des connexions. Son père est le gouverneur de Virginie. Il se croit intouchable. Darren Barner, ancien des forces Delta, prit la parole. « Qu'est-ce qu'il te faut ?» Patron, Marcus les regarda chacun. « Dans 3 jours, vous obtenez votre diplôme. Je suis censé vous envoyer à vos nouveaux contrats. Mais d'abord, je propose un exercice de graduation alternatif. Complètement volontaire, complètement niable, pas d'enregistrement, pas de témoins, pas de traces. » Il cliqua sur une autre diapositive. 26 visages remplissaient l'écran, photos de permis de conduire, images des réseaux sociaux, clichés de surveillance qu'il avait rassemblés la veille. Ces gens doivent disparaître, dit Marcus calmement. Pas mourir rapidement, pas facilement. Ils doivent comprendre ce qu'ils ont fait. Et ils doivent disparaître si complètement que personne ne trouve jamais assez pour prouver quoi que ce soit. La salle fut silencieuse, puis Johnny Trevino, un ancien agent de la CIA, se leva. « J'en suis umparum ». Ils se levèrent tous. « Bien », dit Marcus, « parce que j'ai déjà commencé à planifier. Le briefing dura 6 heures. » Marcus avait été occupé, il avait tiré sur toutes les ficelles, appelé toutes les faveurs, accédé à des bases de données qu'il n'était pas censé avoir. Chacune des 26 cibles avait maintenant un dossier complet. Routine quotidienne, mesures de sécurité, points faibles, profil psychologique. « Nous avons des avantages », expliqua Marcus, pointant une carte tactique sur l'écran. « Il croit s'en être tiré. Il fait en ça. Le père de Randolph travaille déjà à étouffer l'affaire. Pas de rapport de police. Pas d'enquête. Il se croit protégé. » Brett Palmer, un ancien Navy SEAL, leva la main. « Et le gouverneur, il a des ressources. Il en a, admet Marcus. C'est pourquoi on frappe vite et on disparaît encore plus vite. 9 jours, on fait disparaître les 26 en 9 jours. Puis on se disperse. Différents pays, différents continents. Le temps que quiconque relie les points, on est des fantômes. » Il afficha un calendrier. On travaille par vague. Première vague, le cercle extérieur, cousins, amis, suiveurs, ceux qui ont participé mais ne sont pas le noyau familial. Ils disparaissent proprement. Deuxième vague, les frères et sœurs, la famille étendue, c'est là qu'on envoie des messages. Troisième vague, les parents, et enfin, Randolph lui-même. Drew Calhoun, un ancien opérateur du SAS britannique avec un ensemble particulier de compétences, se pencha en avant. Quel genre de message ? Le sourire de Marcus n'atteignit pas ses yeux, le genre qui fait comprendre à Randolph exactement ce qui arrive. Je veux qu'il craque avant qu'on le touche. Je veux qu'il ressente chaque seconde de peur que Lynn a ressentie. Ils se divisèrent en équipes. Chaque équipe prit des cibles spécifiques. Marcus coordonnait tout depuis un centre de commandement mobile, un camping-car personnalisé rempli d'équipements, de communication, d'ordinateurs et d'assez d'armes pour équiper une petite armée. « Règle », dit Marcus, alors qu'il se préparait à déployer. « Pas de dommages collatéraux, pas d'innocents. On vérifie chaque cible personnellement et rien de rapide. Ces gens ont passé 3 heures sur ma sœur. On ne va pas être miséricordieux. » Joe McKay vérifia son fusil. Quelle est notre histoire de couverture quand ce sera fini ? Exercice d'entraînement en Amérique du Sud, répondit Marcus. J'ai déjà antidaté les papiers. Aux yeux de tous, toute cette classe a été envoyée il y a 2 jours pour un contrat de 6 mois en Colombie. De vrais contractants utilisent vos noms là-bas et ils jureront que vous étiez avec eux tout le temps. Darren Bonner sourit. Tu planifiais ça depuis qu'elle est arrivée ? Hein ? Depuis qu'elle m'a dit qu'il avait fait, confirma Marcus. Je sais comment ces gens opèrent. Le gouverneur va essayer de faire disparaître ça avec de l'argent et de l'influence. Mais on ne peut pas s'acheter une sortie de ce qui arrive. Le jour un commença à Richmond. En Virginie, Kerry Garner Jackson, demi-frère de Rhee, et celui qui avait suggéré la leçon pour Lynn, quitta son bureau d'avocat en centre-ville à 19h comme à son habitude. Il monta dans sa Mercedes, sans remarquer le drone de surveillance qui le suivait d'en haut, ni le traceur placé sous son pare-choc ce matin-là. Il se rendit à l'appartement de sa maîtresse en banlieue. C'était sa routine du mardi. Sa femme croyait qu'il était à la gym. Johnny Trevino et Brett Palmer étaient déjà dans l'immeuble, déguisés en techniciens de câble.
Carrie frappa à l'appartement 4C. La porte s'ouvrit, une femme apparut, pas sa maîtresse, mais quelqu'un qui lui ressemblait assez dans le couloir sombre. Carrie entra. L'appartement était vide, sauf pour une chaise et une caméra sur un trépied. Quoi? Carrie commença à se retourner, mais Brett avait déjà fermé la porte. Johnny bougea vite, avec précision militaire, et Carrie se retrouva attachée à la chaise avec des liens en plastique avant d'avoir pu comprendre ce qui se passait. « Carrie Garner Jackson ?» dit Johnny aimablement, vérifiant la caméra. « Tu veux savoir ce qu'on enregistre ce soir ?» Les yeux de Carrie s'écarquillèrent quand il vit son propre visage sur le moniteur, sauf que ce n'était pas de ce soir, c'était de Noël, de l'attaque de Lynn. Quelqu'un avait déjà piraté son stockage cloud et extrait la vidéo. « S'il vous plaît, » commença Carrie. « Je peux payer ?»« Pas intéressé par l'argent, » dit Brett. Il sortit une tablette et montra à Carrie un écran divisé. D'un côté, des photos médicales de Lynn. De l'autre, un flux en direct de la femme et des enfants de Carrie à la maison, complètement en sécurité. « Ta famille n'est pas impliquée là-dedans, » continua Brett. « Ils ne savent pas ce que tu as fait. Ils n'ont pas besoin de souffrir pour tes choix. Mais toi, tu as tenu Lynn pendant que ton frère lui brisait les jambes. On a regardé la vidéo. Tu riailles ?» Carrie pâlit. « Qui vous a envoyé ?»« Marcus Coe. »« Marcus ne nous a pas envoyé, » corrigea Johnny. « On s'est porté volontaire. Vois-tu, on est sur le point de terminer son programme d'entraînement et on avait besoin d'un exercice pratique. Tu es ça ?» Ce qui suivit prit 4 heures. Quand ils quittèrent l'appartement à minuit, Carrie Garner Jackson était vivant, mais ne pratiquerait plus jamais le droit. Les dommages psychologiques seuls exigeraient des années de thérapie. Il l'avait forcé à se regarder sur la vidéo de Noël encore et encore, tout en recréant certains éléments de ce qu'il avait fait à Lynn. Pas les mêmes blessures, rien qui le tuerait ou laisserait des dommages physiques permanents, mais assez pour qu'il comprenne. Ils le laissèrent dans l'appartement vide avec son téléphone. Quand il trouva enfin le courage d'appeler le 911, ils étaient départis depuis longtemps. Et l'appartement loué sous un faux nom payé en liquide. Pas de caméra dans l'immeuble. Le jour 2 amena Dwayne Garner Jackson, un autre demi-frère. Il était plus facile, un accro au jeu qui passait ses nuits à un poker illégal dans un entrepôt près des docks. Drew Calhoun et Darren Bonner le cueillirent sur le parking. Dwayne se réveilla dans un conteneur maritime, les mains liées. Drew était assis en face de lui, battant des cartes. « Envie de jouer à un jeu ?» demanda Drew avec un accent britannique qui rendait tout civilisé. « Voici comment ça marche. Je te pose des questions sur Noël, tu réponds honnêtement. Ou les choses deviennent inconfortables. Allez vous faire foutre !» cracha Dwayne. Drew soupira et fit un signe à Darren, qui appuya sur un bouton. Le conteneur se remplit du son de Lynn hurlant, audio de la vidéo de Noël. Le rire de Dwayne résonnait à côté. « Essayons encore !» dit Drew, à qui l'idée de lui briser les bras. À l'aube, ils avaient tout. Dwayne confirma que c'était le plan de Rille, que le gouverneur savait et approuvait, qu'il l'avait fait pour lui apprendre le respect. Il leur donna aussi des détails sur les autres membres de la famille qui avaient frappé le plus fort, qui avaient filmé, qui l'avaient tenu. Ils laissèrent Dwayne dans le conteneur. Un tuyau anonyme à la police sur du trafic de drogue le ferait ouvrir dans environ 6 heures. Dwayne serait trouvé vivant, babillant sur la vengeance et Marcus Coe, mais sans preuve et avec un historique de drogue. Son histoire sonnerait comme un délire paranoïaque. 2 de moins, 24 affaires, Marcus surveillait tout depuis le centre de commandement mobile, garé à un endroit différent chaque nuit. Lynn était stable, mais aurait besoin de sa première opération bientôt. Il lui rendait visite chaque soir, assis à côté de son lit, tenant sa main valide. « Ça se passe, » lui dit-il. Au jour 3, 2 d'entre eux sont partis. La police ne peut pas les trouver, ne peut rien prouver. Rick commence à s'inquiéter. « Bien, je l'ai trouvé, Marcus. Sois prudent. Le gouverneur, je sais, » l'interrompit-il doucement, « Alan Jackson a du pouvoir. Mais le pouvoir ne veut pas dire grand-chose quand on ne peut pas trouver son ennemi. » Les jours 3 et 4 apportèrent un changement de tactique. Au lieu de faire disparaître les gens, les équipes de Marcus commencèrent à envoyer des messages. Ricky Garner Jackson, le plus jeune frère, trouva sa voiture remplie de photos, images des blessures de Lynn, photos des disparitions de Carrie et Dwayne, photos de Ricky lui-même prises la semaine précédente montrant qu'il avait été suivi, observé, catalogué, au dos de chaque photo, un seul mot, bientôt. Ricky alla directement à la police. Ils ne trouvèrent rien, pas d'empreinte, pas d'ADN, pas de foutage de caméra montrant qui avait pénétré dans son véhicule. Les photos étaient imprimées sur du papier ordinaire, d'une imprimante ordinaire, introuvable.
Quelqu'un cible la famille, dit Ricky au détective du PD de Richmond. Ils ont pris Carrie et Dwayne. Carrie Jackson a eu une dépression nerveuse, l'interrompit le détective. Lisant ses notes, il est en soins psychiatriques à l'hôpital Memorial et Dwayne Jackson est en garde à vue pour trafic de drogue. Aucun n'a été pris, mais les photos pourraient venir de n'importe qui. Avez-vous des ennemis? M. Jackson. Ricky hésita. Il ne pouvait pas expliquer pour Lynn sans admettre l'agression. Non, pas d'ennemis. Le détective ferma son carnet. Alors, je vous suggère d'investir dans une meilleure sécurité pour votre voiture. Randy convoqua une réunion familiale d'urgence ce soir-là. 16 des 26 originaux se rassemblèrent au manoir de la famille Jackson, un domaine tentaculaire à la campagne virginienne avec des grilles, des gardes et assez de sécurité pour protéger une petite forteresse. Le gouverneur Alan Jackson se tenait en tête de table à manger, sa présence imposante. À 65 ans, il gardait encore la prestance du colonel de l'armée qu'il avait été, cheveux argentés, regard perçant. Il avait bâti sa carrière politique sur une projection de force. Quelqu'un nous attaque, dit Alan sans préambule. Carrie est dans un service psychiatrique, affirmant avoir été torturé. Dwayne est en prison babillant sur des conspirations. Ricky est suivi. Ce n'est pas aléatoire. Randy était assis, pâle et en sueur. C'est Marcus Coe, le frère de Lynn. Ça doit être lui. Le contractant militaire. Les yeux d'Alan se plissèrent. Pourquoi nous ciblerait-il? Randy ouvrit la bouche, puis la referma. Plusieurs membres de la famille remuèrent, mal à l'aise. Dolores Jackson, la matriarche, prit la parole. Randolph, qu'as-tu fait? Rien. Nous avons juste... Randy s'arrêta, réalisant qu'il ne pouvait pas expliquer sans avouer. Le regard d'Alan pouvait couper l'acier. Quelqu'un ferait mieux de commencer à parler maintenant. Gina Jackson, sœur de Rie, craqua la première. C'était juste censé être une leçon. Elle embarrassait Randy aux fonctions familiales, parlant de son travail caritatif, le faisant passer pour faible. « Qu'avez-vous fait ?» répéta Alan, sa voix tombant à un calme dangereux. L'histoire sortit en morceaux. Le rassemblement de Noël, la correction planifiée. Comment ils avaient tenu Lynn, comment Randy les avait dirigés, comment il l'avait battu méthodiquement et filmé tout pour assurance. La salle devint silencieuse quand ils finirent. Alan Jackson avait affronté des opposants politiques, des rivaux corporatifs et des médias hostiles pendant des décennies. Rien dans son expression ne changea sauf un léger resserrement autour des yeux. Quand il parla, sa voix était calme. À quel point était-elle blessée? Elle est vivante, dit Randy vite. Je me suis assuré qu'il ne... Gravement, murmura Susanna Jackson. La plus jeune fille, les 2 jambes cassées, les 2 bras, des côtes. Elle ne peut pas marcher. Alan resta immobile un long moment, puis il se tourna vers son chef de sécurité, un ancien agent des services secrets nommé Calvin Lang. « Trouvez Marcus Coe, je veux savoir où il est, quelles ressources il a et qui l'aide. »« Monsieur, dit Calvin prudemment, s'il est derrière ça, alors on neutralise la menace. » Alan termina calmement. « Définitivement, j'ai travaillé trop dur pour bâtir l'héritage de cette famille, pour laisser un mercenaire le détruire parce que sa sœur ne pouvait pas suivre de simples protocoles sociaux. Ce qu'Alan Jackson ignorait, c'est que Calvin Lang avait déjà été approché par une équipe de Marcus. Le chef de sécurité avait vu les preuves de ce que la famille avait fait à Lynn, avec une offre simple, fermez les yeux pour les prochains jours et recevez assez d'argent pour une retraite confortable aux Caraïbes. Refusez et soyez traités comme complices de l'attaque. Calvin avait choisi la retraite, donc quand il dit au gouverneur Jackson « Je m'en occupe », il voulait dire quelque chose de très différent de ce que supposait le gouverneur. Le jour 5 commença avec Susanna Jackson. Elle avait 23 ans, fraîchement sortie de l'université, toute la vie devant elle. Elle avait tenu les cheveux de Lynn pendant que d'autres lui frappaient le visage. La vidéo la montrait gloussant. Susanna se réveilla dans son appartement pour trouver un homme assis dans son salon. Joe McKay, ancien tireur d'élite des Marines. Fantôme actuel, ne criez pas, dit Joe calmement. Je ne suis pas là pour vous faire du mal. Je suis là pour vous faire comprendre quelque chose. La main de Susanna se glissa vers son téléphone. Joe leva une télécommande et appuya sur un bouton. La télé s'alluma, montrant des images de Noël. Montrant sa participation. Si vous appelez la police, ça devient viral, dit Joe. Toutes les plateformes de réseaux sociaux, tous les médias, votre employeur, vos amis, tout le monde saura ce que vous avez fait. Ou vous pouvez écouter ce que j'ai à dire. La main de Susanna s'arrêta. Bon choix, continua Joe. Voici ce qui va se passer. Vous quittez la Virginie ce soir?
Vous dites à votre famille que vous avez besoin d'espace après tout ce qui se passe. Vous prenez un avion pour n'importe où sauf ici. Et vous restez parti au moins 6 mois. Pourquoi je ferais ça? Joe lança un autre clip. Lynn hurlant. Susanna riant. Parce que si vous ne le faites pas, tout le monde voit ça, dit Joe. Votre carrière finie, votre réputation finie, votre vie telle que vous la connaissez finie, ou vous disparaissez volontairement. Et dans 6 mois, quand ce sera fini, vous pourrez revenir et reconstruire discrètement. Votre choix, Susanna choisit l'exil. À minuit, elle était dans un avion pour Seattle, laissant un message vocal larmoyant à ses parents sur le besoin de se trouver elle-même. Une disparition volontaire. Plus facile que prévu, mais tout le monde ne fuirait pas. Gina Jackson était plus âgée, plus dure. C'était elle qui avait filmé la plupart de l'agression, qui avait ri le plus fort, qui avait suggéré de briser les doigts de Lynn un par un. Quand l'équipe de Marcus l'approcha, elle sortit un pistolet. L'échange de tirs fut bref et inégal. Gina Jackson était ancienne de l'armée elle-même, administrative. Mais elle s'était qualifiée avec une arme de poing. Malheureusement pour elle, elle affrontait Darren Bonner et Johnny Trevino, qui avaient passé des années en combat réel. Ils ne la tuèrent pas, ça aurait été trop facile. Elle se réveilla dans une cabane en montagne, sa main droite bandée. Johnny était assis à côté du lit, lisant un livre. « Où suis-je » demanda Gina. « Qu'avez-vous fait à ma main ?»« Petite chirurgie » répondit Johnny, sans lever les yeux de son livre. « Non létal, complètement réversible, avec un traitement médical approprié. On a enlevé quelques petits os de vos doigts. Vous les récupérerez quand on aura fini. » Gina le regarda horrifiée. « Détendez-vous » continua Johnny. « Vous avez tenu Lynn pendant qu'il lui brisait les doigts. On vous aide juste à comprendre ce que ça fait. Les os sont sur glace. Dans environ 72 heures, quelqu'un vous trouvera ici avec des instructions sur où les faire réattacher. Vous regagnerez probablement environ 60% de fonction si l'opération se passe bien. »« Vous ne pouvez pas faire ça » hurla Gina. « Mon père est le gouverneur. »« Votre père » dit Johnny, le regardant enfin, a élevé une femme qui trouvait drôle de torturer quelqu'un de plus faible qu'elle. Peut-être aurait-il dû faire un meilleur travail. Ils la laissèrent dans la cabane avec de la nourriture, de l'eau et un téléphone portable fonctionnel. Le truc, c'est que le téléphone ne marchait qu'à un endroit spécifique dans la cabane, juste à côté d'une fenêtre face à une caméra. Chaque appel qu'elle ferait serait enregistré, chaque mot surveillé. Et quand elle appela enfin son père au jour 7, hurlant sur enlèvement et torture, ils auraient tout documenté. L'état mental de Ri se détériora avec chaque disparition. 8 personnes maintenant, 8 membres de la famille partis. Brisés ou enfuis, la sécurité au manoir tripla. Le gouverneur Jackson déplaça des ressources, appela des faveurs, mais les équipes de Marcus étaient toujours un pas devant parce que Calvin Lang leur fournissait tout. Rotation des gardes, code de sécurité, emploi du temps du gouverneur. Au jour 6, Alan Jackson lui-même reçut un paquet. À l'intérieur, une clé USB et une note. « Vous avez élevé des monstres ? Regardez ce qu'ils ont fait. » La clé contenait la vidéo complète de Noël, toutes les 3 heures, 18 angles différents de 18 téléphones, audio assez clair pour entendre chaque rire. Chaque instruction de Randy, chaque hurlement de Lynn. Alan Jackson la regarda d'une traite. Puis, il s'assit dans son bureau pendant 6 heures, fixant le vide. Dolores le trouva là à minuit. « Alan, qu'y a-t-il » Il la regarda avec des yeux qui avaient Dieu vu le combat dans 3 guerres, affronter des présidents et des chefs de crime, et n'avaient jamais montré de faiblesse. Maintenant, ils étaient vides. « On va tout perdre. »« De quoi parles-tu ? C'est juste un contractant qui fait du bruit. C'est Marcus Coe, l'interrompit Alan. Je l'ai fait enquêter. Sais-tu ce que cet homme a fait ? Les opérations qu'il a menées, il a entraîné plus de 300 contractants ces 5 dernières années, des hommes et des femmes qui lui doivent leur carrière, leur loyauté. Il a des ressources qu'on ne peut pas égaler et rien à perdre. Alors on va au FBI et on leur montre quoi ? La voix d'Alan monta. On leur montre cette vidéo. On explique que notre famille a torturé une femme dans notre propre maison. Dolores. Si ça devient public, je suis fini. On est tous finis. Elle pâlit. Qu'est-ce qu'on fait ? On met fin à ça. Alan se leva. Sa prestance militaire revenant. On trouve Marcus Coe et on l'élimine définitivement. Mais Marcus passait déjà à la phase suivante. Le jour 7 apporta un changement de stratégie. Au lieu de prendre les membres de la famille un par un, les équipes de Marcus commencèrent à frapper l'infrastructure. Les entreprises de riz, 3 d'entre elles, subirent des accidents mystérieux, incendies dans des entrepôts, systèmes informatiques piratés et effacés,
compte bancaire gelé pour activités suspectes que les gens de Marcus avaient soigneusement plantés comme preuve. La source de revenus principale de Rie, une entreprise de distribution pharmaceutique financée par son père, perdit sa licence DEA après un tuyau anonyme menant à une enquête révélant des documents falsifiés et des protocoles de stockage inappropriés. Documents que les équipes de Marcus avaient replacés là 2 jours plus tôt, en 24 heures. Randy était ruiné financièrement. C'est lui, hurla Randy pendant une réunion familiale ce soir-là. 15 personnes restaient des 26 originaux. Il détruit tout? Il faut l'arrêter. Comment? Demanda Ricky. On ne peut pas le trouver. On ne peut rien prouver. Carrie est toujours en psy hurlant sur des démons. Dwayne est accusé de trafic de drogue. Gina est manquante. Gina est vivante, l'interrompit Alan. Il avait reçu une photo ce matin-là. Gina dans la cabane, vivante mais endommagée. Le message était clair. On peut atteindre n'importe qui. Randy se leva, tremblant. Alors on s'en prend à sa sœur. On finit ce qu'on a commencé. La salle devint silencieuse. Alan Jackson bougea plus vite qu'un homme de son âge n'aurait dû. Sa main claqua sur le visage de Ray assez fort pour fendre sa lèvre. Espèce d'idiot arrogant, tu as apporté la ruine sur toute la famille avec ton orgueil et ta cruauté. Tu ne vas pas empirer les choses? Randy recula en trébuchant, touchant sa bouche saignante en état de choc. Son père ne l'avait jamais frappé avant. Marcus Co gagne parce qu'on est coupable, continua Alan froidement. On a fait ce qu'il dit qu'on a fait. Cette vidéo existe. Linco est à l'hôpital à cause de nous. À cause de toi. Et maintenant, il détruit systématiquement tous ceux qui ont participé. Et on ne peut pas l'arrêter parce qu'on ne peut pas aller aux autorités sans nous détruire nous-mêmes. Alors qu'est-ce qu'on fait? Demanda Dolores calmement. Alan regarda chaque membre de la famille à tour de rôle. On fait un marché, on trouve un moyen de mettre fin à ça qui ne détruit pas tout ce que 3 générations ont bâti. Il ne marchandera pas, dit Randy. Je connais son genre. Dur à cuire militaire qui pense être une sorte de... Sa sœur est vivante? Ça veut dire qu'il a quelque chose à perdre, dit Alan. Tout le monde a un levier, il faut juste trouver le sien. Ce qu'Alan ignorait, c'est que Marcus avait prévu ça, l'avait voulu, même dans le centre de commandement mobile. Marcus écoutait la réunion via des micros que ses équipes avaient placés dans tout le manoir. Il sourit sombrement, tandis qu'Alan parlait de trouver un levier. Ils vont s'en prendre à moi directement maintenant, dit Marcus à ses chefs d'équipe assemblés ce soir-là. Le gouverneur a réalisé qu'il ne peut pas gagner en se cachant. Il essaiera la négociation d'abord, puis l'intimidation. Quand ça échouera, il passera à l'élimination. Alors, on passe à Randy, demanda Joe Mackey. Pas encore, dit Marcus. Rie craque, mais il n'est pas brisé. Je veux qu'il comprenne la vraie peur, la peur que Lynn a ressentie quand elle a réalisé que personne ne venait l'aider, ce genre de terreur profonde qui change les gens pour toujours. Drew Calhoun vérifia sa tablette. Il nous reste 12 cibles des 26 originaux. 9 jours étaient à ton calendrier. On est au jour 7. Alors, on accélère, décida Marcus. Équipe 3 et 4. Frappez les cousins restants ce soir. Équipe 1 et 2. J'ai quelque chose de spécial pour vous. Il afficha un schéma du manoir Jackson. Il est temps d'apporter la guerre à la maison. Le jour 8 commença à 3 heures du matin quand le manoir Jackson perdit l'électricité. Les générateurs de secours démarrèrent immédiatement. Mais chaque lumière dans le bâtiment commença à clignoter en un motif code morse pour un message simple, nulle part n'est sûr. L'équipe de sécurité s'agita. Calvin Lang, jouant son rôle parfaitement, cria des ordres tout en détournant subtilement les gardes des points de brèche réels. Les équipes de Marcus n'essayaient pas d'entrer dans le manoir. Elles essayèrent de terroriser ses habitants. Des haut-parleurs cachés dans tout le domaine commencèrent à jouer de l'audio. Les hurlements de Lynn de la vidéo de Noël mélangés aux rires des membres de la famille, ça résonnait dans chaque pièce. Chaque couloir, impossible à localiser ou arrêter, Randy craqua le premier. Il courut de pièce en pièce, mains sur les oreilles, hurlant pour que ça s'arrête. À l'aube, il s'enferma dans une salle de bain, sanglotant de manière incontrôlable. Alan Jackson se tenait dans le couloir principal, regardant son fils s'effondrer avec une évaluation froide. C'était une guerre psychologique de haut niveau. Qui que Marcus Co ait entraîné, ils étaient exceptionnels. Monsieur, approcha Calvin Lang, l'air correctement inquiet, je pense qu'il faut évacuer la famille. Cette maison n'est pas défendable contre ce genre de... Non, la voix d'Alan coupa comme un couteau. On ne fuit pas. Je veux une ligne directe avec Marcus Co. Maintenant, monsieur, on n'a pas... Trouvez-le. Alan tourna toute son attention sur son chef de sécurité. Je me fiche comment? Faites-le arriver. Calvin hocha la tête et s'éloigna.
appelant Marcus sur une ligne sécurisée. Il veut parler. Bien, répondit Marcus. Donnez-lui ce numéro. Dites-lui qu'il a une chance. 10 minutes plus tard, le téléphone privé d'Alan Jackson sonna avec un numéro qu'il ne reconnaissait pas. Il répondit dans son bureau, porte verrouillée, fenêtre couverte. Gouverneur Jackson. La voix de Marcus était calme, presque agréable. Je comprends que vous vouliez me parler. Oui, je crois qu'on peut trouver une solution raisonnable à cette situation. Vraiment, dites-moi, gouverneur, quelle est une solution raisonnable à 26 personnes torturant ma sœur pendant 3 heures? Alan pausa. J'ai vu la vidéo. Ce que ma famille a fait était mal, criminel. Mais je vous offre une sortie qui n'indique pas « tout le monde détruit ». Tout le monde est déjà détruit, répondit Marcus. 8 de vos membres de famille sont brisés ou partis. Les entreprises de votre fils sont en faillite. Et dans environ 6 heures, cette vidéo de Noël va être livrée à tous les grands médias du pays, à moins que je dise à mes gens autrement. Alan sentit son sang se glacer. Vous bluffez? Le suis-je? Gouverneur, j'ai passé les 8 derniers jours à démontrer exactement de quoi je suis capable. Vous pensez que je ne pousserai pas un bouton et ne mettrai pas fin à votre carrière politique, à la réputation de votre famille, à tout? Que voulez-vous? Je veux que Randy comprenne ce qu'il a fait. Je veux qu'il ressente la peur, l'impuissance, la certitude que personne ne vient le sauver, comme Lynn l'a ressenti. Il craque déjà. Vous avez gagné. L'ai-je? La voix de Marcus durcit, parce qu'il respire encore capable de reconstruire, encore avec un père assez puissant pour le protéger des vraies conséquences. Ça ne sonne pas comme la justice pour moi? Alan choisit ses mots suivants avec soin. Je peux m'assurer que Randolph fasse face à des conséquences légales. Je peux utiliser mon influence pour que l'enquête soit approfondie. Qu'il aille en prison, vraie prison, pas une sécurité minimale. En échange de quoi? Arrêter les disparitions, détruire les preuves. Laisser le reste de votre famille s'en tirer? Oui. Marcus fut silencieux un long moment. Quand il parla à nouveau, sa voix était plus froide qu'Alan n'en avait jamais entendu d'un autre être humain. Contre-offre. Gouverneur, vous et votre femme étiez dans cette pièce. Vous avez regardé, je vous ai vu dans la vidéo, debout dans le coin avec un verre, observant comme si c'était un divertissement. Je n'ai pas participé, vous ne l'avez pas arrêté. Lynn a hurlé pour de l'aide, supplié, appelé quiconque pour l'aider. Vous avez pris une gorgée de scotch et regardé votre montre, donc voici mon offre. Vous regardez tout ce que vous avez bâti brûler, votre carrière politique finie, votre nom de famille devient synonyme de cruauté et corruption. Et Randy reçoit quelque chose de spécial. Ne me menacez pas, j'ai des ressources que vous n'imaginez pas. Je peux vous faire disparaître, vous et tous ceux que vous aimez. Marcus rit, froid et tranchant. Vous ne comprenez toujours pas? Je m'en fiche, j'ai déjà gagné. Votre fils est dans une salle de bain en ce moment, pleurant comme un enfant, brisé au-delà de la réparation. 9 de vos membres de famille sont endommagés de manière permanente. Votre chef de sécurité travaille pour moi depuis le jour. Et cette vidéo, elle est déjà prête à envoyer. Je suis la seule chose qui l'arrête. Nommez votre prix. Il n'y a pas de prix. Il n'y a que des conséquences. Vous avez élevé un monstre? Gouverneur, vous l'avez protégé, habilité, restez là pendant qu'il commettait des atrocités. Maintenant, vous payez pour ça. Ou quoi? La voix d'Alan monta. Autorité militaire transparaissant? Vous pensez pouvoir menacer un gouverneur en exercice? J'aurai des agents fédéraux sur vous en Europe. Je vous enterrerai, vous et tous ceux qui vous ont aidé. Les mots suivants de Marcus étaient à peine au-dessus d'un murmure, mais ils portaient une certitude absolue. Ou quoi? Ou je continue ce que j'ai commencé. Je ferai de votre vie un enfer, jusqu'à ce que vous me suppliez de l'arrêter. Et quand vous pensez que ça ne peut pas empirer, quand vous êtes certain d'avoir tout perdu, je prendrai une chose de plus. Puis une autre, jusqu'à ce qu'il ne reste rien qu'un vieil homme brisé avec rien que des regrets. Vous êtes fou? Non, gouverneur. Je suis un homme qui tient ses promesses, et j'ai promis à ma sœur que tous ceux qui l'ont blessé, Pérez, vous êtes le prochain. Vieil homme, la ligne se coupa. Alan Jackson resta dans son bureau, téléphone toujours pressé contre son oreille, et ressentit la peur pour la première fois en 40 ans. Randy fut trouvé 6 heures plus tard, toujours dans la salle de bain, catatonique. Ses yeux étaient ouverts, mais il ne répondait pas aux voix ou aux touchés. Le personnel médical du manoir le seda et prépara le transport vers une unité psychiatrique, mais le transport n'arriva jamais. Tandis que l'ambulance s'approchait des grilles du manoir, elle fut arrêtée par des agents fédéraux, FBI, DEA
ATF. Une descente coordonnée basée sur des tuyaux anonymes, sur des armes illégales, trafic de drogue et violation de financement de campagne. Marcus avait passé 8 jours non seulement à détruire la famille psychologiquement, il avait planté des preuves. De vraies preuves soigneusement fabriquées pour résister à l'examen légal, montrant des années de corruption, pots de vin et activités criminelles. Certaines étaient vraies violations que les enquêteurs de Marcus avaient découvertes. Certaines étaient fabriquées si bien que personne ne prouverait jamais autrement. Les agents avaient des mandats pour Alan Jackson, Dolores Jackson et 14 autres membres de la famille. Ils avaient des ordres de saisie pour actifs, propriétés et dossiers. À midi, le gouverneur de Virginie était en garde à vue fédérale. Les nouvelles éclatèrent comme un tsunami. Chaque chaîne, chaque site web, chaque journal, gouverneur Jackson arrêté dans une vaste enquête de corruption. Les charges préliminaires étaient assez étendues pour que la caution soit refusée. Et puis, exactement comme Marcus l'avait promis, la vidéo de Noël fuita, pas les 3 heures entières. Ça aurait été trop pour la consommation publique. Mais un segment édité de 5 minutes montrant assez pour comprendre ce qui s'était passé, qui était impliqué, et comment Randy avait tout dirigé. Le visage de Lynn était flouté pour la vie privée. Mais l'audio était clair, la réponse fut immédiate et brutale. Au soir, 3 grands réseaux d'information diffusaient des exposés sur la famille Jackson. Les réseaux sociaux explosèrent d'indignation. Appel à enquête. Poursuite. Justice. Marcus s'assit avec Lynn dans sa chambre d'hôpital, tenant sa main tandis qu'ils regardèrent les nouvelles ensemble. « Est-ce fini ?» demanda-t-elle calmement. « Presque, » répondit Marcus. « Le système légal s'occupera de la plupart maintenant. Alan et Dolores passeront le reste de leur vie en prison. Les autres font face à diverses charges. Ils sont finis. » Et Randy, Marcus fut silencieux un moment, riait dans une unité psychiatrique, transport médical du manoir. Mais il n'est pas dans n'importe quelle unité. Lynn se tourna pour le regarder. « Marcus, qu'as-tu fait ?»« J'ai pris des dispositions. L'unité où il est se spécialise dans le traitement d'offenseurs dangereux, le genre d'endroit avec des portes verrouillées et des fenêtres grillagées. Il y sera longtemps? Est-il en sécurité là-bas? En sécurité de lui-même? Oui. En sécurité de comprendre ce qu'il a fait? Non. » Marcus rencontra ses yeux. « J'ai veillé à ce que son médecin traitant reçoive la vidéo complète. Chaque thérapeute, chaque conseiller avec qui il travaillera a vu ce qu'il a fait. Ils l'aideront à comprendre ses actions, à traiter sa culpabilité. C'est la vraie justice. » Le forcer à affronter ce qu'il a fait chaque jour, Lynn fut silencieuse, digérant. « Et toi? Le FBI enquête sur la famille. Ne regarderont-ils pas qui a fait ça? » Ils regarderont, admit Marcus. Ils ne trouveront rien, mais 71 diplômés sont dispersés sur 6 continents. La moitié utilisent leur vrai contrat en Amérique du Sud et en Afrique comme couverture. L'autre moitié a des alibis si solides qu'ils survivraient à une enquête congressionnelle. Preuve physique, on n'en a laissé aucune. Preuve numérique n'existe pas. Témoins, il n'y en a pas qui parleront. Et toi, j'ai été dans cette unité tout le temps. Selon les dossiers, 30 témoins peuvent confirmer que je n'ai jamais quitté. Les foutages de sécurité me montrent ici chaque nuit. Les enregistrements téléphoniques montrent tous les appels originant de cet endroit. Il sourit légèrement. Je suis très bon dans ce que je fais. Lynn. Elle serra sa main avec ses doigts valides. Merci. Tu n'as pas besoin de me remercier. Tu es ma sœur. C'est ce que fait la famille. Un coup à la porte les interrompit. Joe Mackey entra. Vêtu en civil. Patronne. Il y a quelqu'un ici pour te voir. Agent fédéral. Marcus hocha la tête et se leva. Reste avec elle. Dans le couloir. Une femme en veste FBI attendait. Elle avait la quarantaine. Regard perçant et professionnel. Marcus Coe, c'est moi, agent spécial Carol Terry. FBI, j'enquête sur la famille Jackson. Je comprends que votre sœur était impliquée avec Randolph Jackson. Elle était mariée à lui. Oui, elle récupère de blessures maintenant. L'agent Terry sortit une tablette et lui montra des photos, images de scènes de crime de la descente au manoir. Ces blessures, votre sœur a-t-elle rapporté une agression? Non, dit Marcus prudemment. Elle et Randy se sont séparés récemment. Le mariage était troublé. Je ne connais pas les détails. Vraiment? Parce qu'on a trouvé une vidéo au manoir. Elle montre une femme agressée par plusieurs personnes. On croit que c'est votre sœur. Marcus garda son expression neutre. J'aimerais la voir. Terry lui montra une image fixe. Le visage de Lynn, bien que flouté, était reconnaissable. On bâtit un dossier contre la famille. Cette vidéo aide à établir un pattern de violence et criminalité, mais on a besoin de la coopération de votre sœur. Elle en a assez traversé.
Je ne la mettrai pas à travers un procès. Quoi? Ces gens l'ont blessé, ils l'ont filmé, ils appartiennent en prison et ils iront en prison, dit Marcus. Les charges fédérales que vous avez portées sont étendues, ils passeront le reste de leur vie derrière les barreaux. Pourquoi Lynn doit-elle témoigner? Pourquoi doit-elle revivre ce trauma en cours? Terry l'étudia attentivement. Parce que c'est la justice. La justice serait que ces gens comprennent ce qu'ils ont fait face à de vraies conséquences. Perdant tout, Marcus rencontra ses yeux. D'après ce que j'ai vu aux nouvelles, ça se passe. Certaines personnes pensent que vous avez quelque chose à voir avec ça. Le timing est pratique. Votre sœur est blessée et soudain toute la famille Jackson s'effondre. Je dirige un centre d'entraînement pour contractants. J'étais ici quand tout ça s'est passé. J'ai des témoins, des foutages de sécurité, des enregistrements téléphoniques. Vérifiez-les vous-même. Je le ferai. Terry lui tendit une carte de visite. Si votre sœur décide qu'elle veut parler, appelez-moi. On peut la protéger, s'assurer qu'elle obtienne justice. Elle a déjà justice. Agent Terry. Croyez-moi là-dessus. Après le départ de l'agent, Marcus revint dans la chambre de Lynn. Joe était resté avec elle, montant la garde. Y aura-t-il un problème? Demanda Lynn. Non, l'assura Marcus. Le FBI a ce qu'il faut. La famille Jackson est détruite. Tu es en sécurité. C'est tout ce qui compte. Cette nuit-là, tandis que Lynn dormait, Marcus sortit dans l'air froid de décembre. Son téléphone vibra avec des messages de ses diplômés, tous confirmant que leur extraction était complète. 71 personnes dispersées à travers le globe, fantômes dans le vent. Il l'avait fait, 9 jours, 26 cibles, victoire complète. Mais tandis que Marcus regardait les étoiles, il pensa à la question de l'agent Terry. Était-ce la justice? Il pensa à Lynn rampant sur le gravier, brisée et saignante. Il pensa à Randy dirigeant sa famille pour lui briser les os. Il pensa à Alan Jackson debout dans le coin, regardant, ne faisant rien. Oui, c'était la justice. 3 semaines plus tard, les retombées se déroulaient encore. Le gouverneur Alan Jackson démissionna de son poste depuis sa cellule. Les procureurs fédéraux avaient assez de preuves pour le mettre à l'ombre pour 15 ans minimum. Dolores Jackson faisait face à des charges similaires. 7 autres membres de la famille étaient inculpés de divers crimes. Randy restait en unité psychiatrique, diagnostiqué avec un TSPT sévère et de multiples cassures psychologiques. Ses médecins témoignèrent qu'il avait subi un effondrement mental complet et était inapte à être jugé. Il passerait le reste de sa vie en traitement, revivant ses crimes en thérapie. Incapable d'échapper à ce qu'il avait fait, les membres de la famille restants se dispersèrent, certains fuirent dans d'autres États, changèrent de nom, essayèrent de reconstruire dans l'obscurité, d'autres faisaient face à des poursuites civiles de victimes de leurs divers schémas que l'enquête de Marcus avait découverts. L'Empire Jackson était fini. Marcus se tenait dans la chambre d'hôpital de Lynn, tandis que les médecins la préparaient pour l'opération sur ses jambes. La procédure était risquée, mais offrait l'espoir qu'elle marche à nouveau un jour. J'y ai pensé, dit Lynn tandis que les infirmières la vérifiaient. À ce que tu as fait? À jusqu'où tu es allé? Et? Demanda Marcus prudemment. Je ne suis pas sûr de mériter un frère qui brûlerait un empire pour moi. Marcus prit sa main doucement. Tu mérites une famille qui te protège? C'est tout ce que j'ai fait? Tu as fait plus que ça? Tu les as détruits? Je leur ai donné exactement ce qu'ils méritaient. Ils ont choisi de te blesser. Ils ont choisi de le filmer, d'en rire, de penser s'en tirer. J'ai juste veillé à ce qu'ils comprennent qu'ils avaient tort. Le chirurgien entra, les interrompant. Nous sommes prêts. Mademoiselle Co, tandis qu'il roulait Lynn vers la chirurgie, elle tint la main de Marcus jusqu'au dernier moment possible. Merci, murmura-t-elle, pour m'avoir montré ce que signifie une vraie famille. Marcus la regarda disparaître par les portes chirurgicales, puis marcha vers le pont d'observation de l'unité, en basse. Sa nouvelle classe de stagiaires courait des parcours d'obstacles, se préparant à des carrières en sécurité, protection et justice. Son téléphone vibra, un message de Joe McKay. Toute cible confirmée. Mission complète. Pas de traces. Profite de ta victoire. Patron. Marcus effaça le message et regarda les montagnes. Quelque part là-dehors, 26 personnes payaient pour leurs crimes. Certaines en prison, certaines à l'hôpital, certaines en exil, toutes brisées, juste comme elles avaient brisé Lynn. Mais Lynn guérirait. Elle marcherait à nouveau. Elle reconstruirait. Elle non. C'était la différence entre victime et perpétrateur. Entre justice et cruauté, Lynn n'avait rien fait pour mériter ce qui lui était arrivé. Les Jackson avaient choisi leur chemin. Et Marcus avait simplement veillé à ce qu'ils y restent. Son téléphone sonna. Numéro inconnu.
Il faillit l'ignorer, puis décida de répondre. M. Co. Une voix de jeune femme, nerveuse. C'est Susanna Jackson. Nous avons parlé. Votre homme m'a donné un choix. Marcus se souvint de celle qu'ils avaient laissé fuir. Continuez. Je voulais dire merci de m'avoir laissé partir, de m'avoir donné une chance d'être meilleur que ce que j'étais. Êtes-vous meilleur? J'ai commencé à faire du bénévolat dans un refuge pour femmes. Je suis en thérapie. Je regarde cette vidéo parfois, celle de ce qu'on a fait, et je n'arrive pas à croire que j'étais cette personne, que j'ai ri pendant que sa voix se brisa. Je suis tellement désolé pour ce qu'on a fait à votre sœur, pour qui j'étais. Marcus fut silencieux un moment. De tous les résultats qu'il avait planifiés, un remords authentique n'était pas un qu'il avait attendu. Que voulez-vous de moi, Susanna? Rien. Je voulais juste que vous sachiez qu'au moins l'un d'entre nous comprend ce qu'on a fait. Qu'au moins l'un d'entre nous essaie de faire amende honorable. Amende honorable serait de témoigner contre votre famille. Je l'ai déjà fait. J'ai contacté le FBI il y a 2 jours. Tout dit, je coopère avec leur enquête. Marcus sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Pas le pardon. Pas encore, mais peut-être le début. Bien, continuez à essayer d'être meilleur. C'est la seule chose qui compte maintenant. Votre sœur nous pardonnera-t-elle un jour? Ce n'est pas ma décision. Mais si vous continuez à travailler à être meilleur, peut-être pourrez-vous vous pardonner un jour. C'est le mieux que quiconque puisse espérer. Il mit fin à l'appel et regarda à nouveau les montagnes. Le soleil se couchait, peignant les pics enneigés en nuances d'orange et d'or. La justice n'était pas seulement sur la punition, c'était sur les conséquences, la compréhension et le changement. Les Jackson qui refusaient de changer souffriraient le reste de leur vie. Ceux qui apprenaient, qui grandissaient, qui devenaient meilleurs, ils avaient une chance. C'était plus qu'ils ne méritaient, mais c'était ce qui séparait Marcus d'eux. Il croyait que les gens pouvaient changer, pouvaient être meilleurs. Il leur avait donné cette opportunité, même en veillant à ce qu'ils paient pour leurs crimes. Certains la prendraient, la plupart non. De toute façon, Lynn était en sécurité. Les monstres qu'il avait déblessés étaient brisés, et Marcus pouvait enfin se reposer, sachant qu'il avait tenu sa promesse. Il sortit son téléphone et envoya un message final à ses 71 diplômés. Mission complète. Merci, maintenant allez être meilleur que les gens qu'on a combattus. Montrez au monde ce qu'est la vraie justice. 71 réponses arrivèrent en minutes, chacune une variation du même message. Merci de nous avoir enseigné, patron. On n'oubliera pas. Marcus sourit et rangea son téléphone. Le soleil plongea sous les montagnes et les étoiles commencèrent à émerger dans le ciel assombri. Quelque part, Randy hurlait dans son sommeil, piégé dans des cauchemars qu'il avait créés lui-même. Quelque part, Alan Jackson était assis dans une cellule, comprenant pour la première fois que le pouvoir ne pouvait pas le sauver de ses propres choix. Quelque part, 24 autres personnes vivaient avec la connaissance de ce qu'elles avaient fait et ce que ça leur avait coûté, et dans une salle de chirurgie, Lynn Co luttait pour revenir à la vie, soutenu par un frère qui avait bougé ciel et terre pour lui donner justice. C'était la victoire. 6 mois plus tard, Marcus se tenait à la cérémonie de graduation de l'unité d'entraînement. Regardant sa nouvelle classe de 75 contractants recevoir leur certification, Lynn était assise à côté de lui en fauteuil roulant, ses jambes guérissant, mais pas encore assez fortes pour marcher sans aide. « Tu penses qu'ils sont prêts ?» demanda Lynn, regardant la cérémonie. « Ils sont prêts à apprendre ce que prêt signifie, » répondit Marcus. « Le reste vient avec l'expérience. » Sur scène, Joe McHugh délivrait un discours sur l'honneur, le devoir et la justice. La moitié du public ignorait qu'il avait passé 9 jours à traquer 26 cibles à travers la Virginie. L'autre moitié savait et le respectait plus pour ça. « As-tu des nouvelles d'eux ?» demanda Lynn calmement. « Les Jackson, Alan est en année 1 de 15, Dolores a eu 12 ans, Ri est toujours en soins psychiatriques, pourrait ne jamais être compétent pour un procès. Les autres sont dispersés, la plupart en prison, quelques-uns en cachette. Marcus pause. Susanna fait toujours du bénévolat à ce refuge. Elle m'envoie des mises à jour parfois. Penses-tu qu'elle est sincère? Le remords? Je pense que certains gens se brisent et restent brisés. D'autres se brisent et se reconstruisent en quelque chose de mieux. Elle essaie de se reconstruire. C'est plus que la plupart d'entre eux font. Lynn tendit la main et prit la sienne. Je commence la physiothérapie la semaine prochaine. Les médecins disent que je pourrai marcher sans aide en 6 mois. Tu marcheras en 3, dit Marcus avec confiance. Tu es plus forte que tu ne le sais. Je l'ai appris de toi? Non, tu l'as toujours eu. Je t'ai juste rappelé.
Tandis que la cérémonie se concluait et que les nouveaux diplômés célébraient, Marcus reçut un texto d'un numéro inconnu. C'est l'agent Terry. FBI, pensais que tu voudrais savoir. On a clos le dossier, Jackson. Multiple condemnations. Sentence de prison étendue. La vidéo de ta sœur était preuve clé. Elle n'a jamais eu à témoigner. Pensais que tu apprécierais de savoir que c'est fini. Marcus montra le texto à Lynn. Elle sourit, des larmes se formant dans son bon œil. C'est vraiment fini. C'est vraiment fini, confirma Marcus. Ce soir-là, tandis que l'unité s'installait dans le calme, Marcus se tenait sur le pont d'observation une dernière fois, regardant les montagnes. Son téléphone sonna. Un appel vidéo de Drew Calhoun à Londres. Pat en a. Le job britannique s'est passé parfaitement. Client heureux. Paye bien. Et je n'ai pas eu à blesser qui que ce soit en 3 mois. C'est l'objectif, dit Marcus. Utilise ce que je t'ai enseigné pour la protection, pas la punition, sauf s'il méritait la punition, ajouta Drew avec un sourire. Sauf s'il la gagne, corrigea Marcus. Grosse différence. Plus d'appels arrivèrent toute la nuit, ces diplômés vérifiant, partageant des histoires, demandant des conseils. Darren Bonner était au Kenya entraînant des forces de sécurité locales. Johnny Trevino avait lancé sa propre firme de consultation au Texas. Brett Palmer faisait de la protection rapprochée pour un PDG tech. Tous prospéraient, tous utilisaient leurs compétences pour le bien. C'était la vraie victoire. Pas détruire les Jackson, mais bâtir quelque chose de mieux dans l'après. À minuit, Marcus revint dans la chambre de Lynn. Elle dormait, mais paisiblement. Plus de cauchemars. Son thérapeute l'avait rapporté plus d'attaques de panique. Elle guérissait dedans et dehors. Marcus s'assit dans la chaise à côté de son lit et ferma les yeux. Pour la première fois, en 7 mois, depuis ce terrible jour où elle avait rampé par la porte, il se sentit en paix. La justice avait été servie. Les monstres étaient en cage. Sa sœur était en sécurité et 71 guerriers étaient dans le monde rendant le monde meilleur. C'était tout dehors. Le vent du Colorado hurlait à travers les montagnes, froid et implacable. Mais dedans, dans la chaleur et la sécurité de l'unité que Marcus avait bâtie, 2 frères et sœurs reposés, l'une guérissant de blessures qui auraient dû la tuer, l'autre récupérant d'une guerre qui aurait dû le détruire. Tous 2 survivants, tous 2 victorieux, tous 2 libres, et quelque part dans un service psychiatrique en Virginie, Randolph Jackson se réveilla hurlant d'un autre cauchemar. Piégé pour toujours dans l'enfer qu'il avait créé, comprenant enfin ce que signifiait être impuissant, brisé et seul. Cette compréhension ne le quitterait jamais, ni la peur, et c'était exactement ce que Marcus Coe avait promis. Il tenait toujours ses promesses. C'est ici que notre histoire se termine. Partagez vos pensées dans la section commentaires. Merci pour votre temps précieux. Si vous avez aimé cette histoire, assurez-vous de vous abonner à cette chaîne. Ça m'aiderait beaucoup. Cliquez sur la vidéo que vous voyez à l'écran et je vous verrai